Bonjour. Une aventure de Sherlock Holmes, le pouce de l'ingénieur. De tous les problèmes en quête de solution qui ont été soumis à mon ami monsieur Sherlock Holmes durant les années où nous fûmes intimes, il n'en est que deux sur lesquels je fus le premier à attirer son attention, celui du pouce de monsieur Heatherly et celui de la folie du colonel Warburton. De ces deux-là, le second a sans doute fourni un meilleur champ d'investigation à un observateur perspicace et original, mais l'autre commença de manière si étrange et présenta des détails si dramatiques qu'il est peut-être plus intéressant à raconter, bien qu'il offrit à mon ami peu d'occasion pour exercer ces méthodes de raisonnement déductif par lesquelles il est parvenu à de si remarquables résultats. L'histoire a, je pense, été narrée plus d'une fois dans les journaux, mais comme tous les récits de la sorte, l'effet qu'elle produit est beaucoup moins saisissant lorsqu'elle est exposée en bloc sur une demi-colonne que lorsque les faits évoluent lentement sous vos propres yeux et que le mystère se dissipe progressivement au fur et à mesure que chaque nouvelle découverte vous rapproche de la vérité. À l'époque, ces événements exercèrent sur moi une profonde impression que les 2 années qui se sont écoulées depuis ont à peine atténuée. C'est au cours de l'année 1889, peu de temps après mon mariage, que sont survenus les faits que je m'apprête à récapituler. J'avais repris un cabinet privé et avais finalement abandonné Holmes dans ses appartements de Baker Street. Bien que je continuasse à lui rendre régulièrement visite et réussisse à le faire occasionnellement renoncer à ses habitudes de vie bohème jusqu'à venir nous rendre visite. Ma clientèle s'était régulièrement étoffée, et comme je n'habitais pas très loin de la gare de Paddington, quelques-uns de mes patients étaient employés du chemin de fer. L'un d'eux, que j'avais guéri d'une douloureuse maladie chronique, ne se lassait pas de vanter mes qualités et se faisait un devoir de m'envoyer tous les souffreteux qu'il arrivait à convaincre. Un matin, peu avant 7 heures, je fus réveillé par la servante qui tapait à la porte pour m'annoncer que 2 hommes venaient d'arriver de la gare de Paddington et m'attendaient dans mon cabinet. Je m'habillai à la hâte, car je savais d'expérience que les consultations en rapport avec le chemin de fer étaient rarement bénignes, et me dépêchai de descendre. Alors que je descendais, mon vieux complice, le chef de train, sortit de la pièce et referma soigneusement la porte derrière lui. « Je l'ai installé ici, murmura-t-il en pointant par-dessus son épaule avec le pouce. Il va bien. » De quoi s'agit-il donc lui demandai-je, car son attitude laissait penser qu'il venait d'enfermer dans mon bureau quelque créature étrange. C'est un nouveau patient, dit-il, toujours à voix basse. J'ai préféré l'amener ici moi-même. Comme ça, il ne pouvait pas s'esquiver. Il est là, sain et sauf. Je dois y aller, docteur, maintenant. J'ai des obligations, tout comme vous. Et il s'en alla, ce fidèle rabatteur, sans même me laisser le temps de le remercier. J'entrai dans mon cabinet où un homme se trouvait assis près de la table. Il était habillé sobrement d'un costume de tweed bruyère et d'une casquette en drap qu'il avait posée sur mes livres. Un mouchoir taché de sang était enroulé autour de l'une de ses mains. Il était jeune, 25 ans tout au plus, je dirais, et avait un visage très masculin. Mais il était excessivement pâle et me fit l'impression d'être en proie à une agitation telle que toute sa force de caractère avait peine à le contrôler. « Je suis désolé de vous faire lever de si bonne heure, docteur, dit-il, mais j'ai eu un très grave accident cette nuit. Je suis arrivé ce matin par le train et m'enquérant d'un médecin à la gare de Paddington, un brave homme m'a conduit ici. J'ai donné ma carte à la femme de chambre, mais je constate qu'elle l'a laissée sur la table. Je la pris et y jetai un coup d'œil. Monsieur Victor Heatherly, ingénieur hydraulicien. 16A Victor Street, 3e étage. Tel était le nom, le titre et l'adresse de mon visiteur matinal. Je regrette de vous avoir fait attendre, dis-je en m'asseyant dans mon fauteuil de lecture. Vous arrivez tout juste d'un voyage nocturne, ce qui est en soi une occupation assez monotone. Oh, on ne saurait dire que ma nuit fut monotone, dit-il avant de se mettre à rire. Il rit de tout cœur, d'un rire aigu et sonore, renversé dans son fauteuil, et le corps secoué de tremblements. Tous mes instincts de médecin s'élevaient contre ce rire. « Ça suffit, m'écriai-je, reprenez-vous, et je lui versai un peu d'eau dans la carafe. C'était cependant inutile. Il était en proie à l'une de ces explosions hystériques qui surviennent, même chez les personnes les plus solides, après une émotion forte. Au bout d'un certain temps, il se calma, à bout de force et rouge de honte. « Je me suis rendu ridicule, bredouilla-t-il. « Pas du tout, buvez ceci. » Je versai un peu de cognac dans son eau et la couleur commença à revenir sur ses joues exsangues. « Ça va mieux, dit-il. Et maintenant, docteur, j'espère que vous aurez la bonté de soigner mon pouce, ou plutôt l'endroit où se trouvait mon pouce. » Il déroula le mouchoir et tendit la main vers moi.
Malgré mes nerfs endurcis, je ne pus réprimer un frisson à cette vue. Il y avait 4 doigts allongés et une horrible surface rouge et spongieuse là où aurait dû se trouver le pouce. Celui-ci avait été coupé ou arraché à la base. Dieu du ciel, m'écriai-je, c'est une blessure terrible. Elle a dû saigner abondamment. Oui, beaucoup. J'ai tourné de l'œil sur le moment, et je pense que j'ai dû rester sans connaissance un long moment. Quand je suis revenu à moi, je me suis aperçu que cela saignait toujours. Alors j'ai attaché solidement mon mouchoir autour de mon poignet, et j'ai serré avec un petit bout de bois. Parfait, vous auriez dû être chirurgien. C'est un problème hydraulique, voyez-vous, donc c'est un peu de ma compétence. Elle a été provoquée, dis-je, après avoir examiné la plaie, par un instrument très lourd et très coupant. Quelque chose qui ressemblerait à un couperet, dit-il. Un accident, je suppose. Pas du tout. Comment, un acte criminel? Tout ce qu'il y a de criminel, en fait. C'est horrible. J'épongeai la plaie, la nettoyai, la pansai. Et pour finir, je recouvris avec de la ouate et des bandages antiseptiques. Il resta adossé à son fauteuil sans sourciller, bien que je l'aie vu se mordre les lèvres à plusieurs reprises. Comment ça va lui demandai-je quand j'eus terminé. C'est épatant. Avec votre cognac et votre pansement, je me sens un autre homme. J'étais très faible, mais il faut dire que j'ai vécu une expérience peu ordinaire. Vous feriez peut-être mieux de ne pas parler de cette histoire. D'évidence, cela vous porte sur les nerfs. Oh non, plus maintenant. Il va bien falloir que je raconte mon histoire à la police, mais entre nous, sans la preuve éloquente que constitue ma blessure, je serais surpris qu'ils accordent crédit à mon témoignage, car il est tout à fait extraordinaire, et j'ai bien peu d'indices sur lesquels l'appuyer. Et puis, même s'ils consentent à me croire, les indications que je pourrais leur fournir sont si vagues que l'on peut se demander si justice sera un jour rendue. Ah, m'écriai-je, s'il s'agit d'une énigme que vous aimeriez voir résoudre, je vous recommande vivement d'aller trouver mon ami, M. Sherlock Holmes, avant de vous adresser à la police. Oh, j'ai déjà entendu parler de lui, me répondit mon visiteur, et je serais enchanté qu'il accepte de s'occuper de l'affaire, mais il faudra quand même que je prévienne la police officielle. Vous pourriez me donner un mot d'introduction pour lui? Je ferai mieux, je vous conduirai moi-même chez lui. Je vous en saurai infiniment gré. Nous allons héler un fiacre et nous y rendre tout de suite. Nous arriverons juste à temps pour petit déjeuner avec lui. Vous sentez-vous capable de faire cela? Oui, je ne me sentirai pas tranquille tant que je n'aurai pas raconté mon histoire. Alors ma bonne va aller chercher une voiture, et quant à moi, je serai à vous dans un instant. Je remontai vivement à l'étage, expliquai en quelques mots de quoi il retournait à ma femme, et 5 minutes après, je me trouvais dans un fiacre en compagnie de ma nouvelle connaissance, en route vers Baker Street. Sherlock Holmes, ainsi que je l'avais prévu, flânait en robe de chambre dans la salle à manger, lisant les annonces du Times et fumant, comme à l'accoutumée avant le petit déjeuner, une première pipe, bourré avec tous les résidus et déchets de tabac de la veille, recueillis et mis à sécher avec soin sur la tablette de la cheminée. Il nous reçut avec la flegmatique amabilité qui le caractérisait, commanda plus d'œufs et de bacon, et se joignit à nous pour un solide repas. Quand nous eûmes terminé, il fit asseoir notre nouvelle relation sur le canapé, glissa un oreiller sous sa tête, et plaça à portée de sa main un verre d'eau mélangé à du cognac. « Il est aisé de voir que votre aventure n'était pas banale, monsieur Heatherly, dit-il. Allongez-vous, je vous prie, et faites absolument comme chez vous. Dites-nous ce que vous pourrez, mais arrêtez-vous lorsque vous vous sentirez fatigué, et entretenez vos forces avec un léger stimulant. » Merci, dit mon patient, mais je me sens un autre homme depuis que le docteur m'a pansé. Et je crois que votre petit déjeuner a parachevé ma guérison. Je vais essayer de vous prendre le moins possible de votre temps, qui est précieux. Aussi vais-je immédiatement vous relater mon extraordinaire aventure. Holmes s'assit dans son grand fauteuil, avec cette expression de lassitude renforcée par ses paupières lourdes, qui dissimulait sa nature vive et ardente. Je m'assis en face de lui et nous écoutâmes en silence l'étrange récit que nous fit notre visiteur. « Sachez, dit-il, que je suis orphelin et célibataire, et que j'habite seul à Londres dans un meublé. La profession que j'exerce est celle d'ingénieur hydraulicien, et j'ai acquis une expérience considérable dans ce domaine durant les 7 années d'apprentissage que j'ai passées chez Venner et Matheson, la firme bien connue de Greenwich. Il y a 2 ans, ayant terminé mon apprentissage, et me trouvant à la tête d'une belle somme d'argent suite à la mort de mon pauvre père, je décidai de m'installer à mon compte et louer un bureau dans Victoria Street. Je suppose que les débuts en affaires sont monotones pour tout le monde. Pour moi, ils l'ont été d'une manière exceptionnelle. En 2 ans, j'ai effectué 3 consultations et un petit contrat, et voilà tout ce que m'a rapporté ce métier.
Mon chiffre d'affaires brut s'élève à 27 livres et 10 shillings. Chaque jour de 9 heures le matin jusqu'à 4 heures l'après-midi, j'ai attendu dans ma petite tanière jusqu'à en arriver à me décourager complètement et à me dire que je n'aurais jamais dû m'installer à mon compte. Hier pourtant, juste au moment où je songeais à m'en aller, mon employé entra pour m'annoncer qu'un gentleman désireux de me voir pour affaires m'attendait. Il me remit également une carte imprimée au nom de colonel Lysander Stark. Le colonel entra sur ses talons, un homme d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, mais d'une maigreur extrême. De ma vie, je ne crois pas avoir jamais vu d'homme aussi maigre. Son visage était comme aiguisé au niveau du nez et du menton, et la peau de ses joues était excessivement tendue sur ses os saillants. Cette maigreur anormale semblait néanmoins constituer son état naturel, et non être due à une maladie quelconque, car il avait l'œil vif, le pas alerte, et l'air sûr de lui. Sa mise était simple mais soignée, et son âge, pour autant que je puisse en juger, devait être plus proche des 40 ans que des 30. Monsieur Heatherly, me dit-il avec un soupçon d'accent germanique, vous m'avez été recommandé, monsieur Heatherly, non seulement comme un homme de talent dans son domaine, mais encore comme quelqu'un de discret, capable de garder un secret. Je m'inclinai, flatté, comme tout jeune homme l'eût été devant un tel éloge. Pourrais-je savoir qui me prête si bonne réputation, lui demandai-je. Eh bien, peut-être est-il préférable que je ne le vous dise pas tout de suite. J'ai également appris, par la même source, que vous étiez à la fois orphelin et célibataire, et que vous viviez seul à Londres. C'est tout à fait exact, répondis-je, mais vous me pardonnerez si je vous dis que je ne vois pas en quoi cela est lié à mes qualités professionnelles. Si j'ai bien compris, c'est pour affaires que vous désiriez me parler. Très certainement, mais vous verrez que tout ce que j'ai dit a trait directement au sujet. J'ai une affaire professionnelle à traiter avec vous, mais une affaire pour laquelle le secret le plus absolu est indispensable, vous m'entendez? Le plus absolu, et il est donc tout naturel d'attendre cela d'un homme qui vit seul plutôt que de la part d'un homme qui vit au sein d'une famille. Si je vous ai promis de garder le secret, répliquai-je, vous pouvez être certain que je le ferai. Il m'observa attentivement pendant que je parlais, et je ne me souviens pas d'avoir jamais vu un regard aussi suspicieux et inquisiteur. Alors, vous me le promettez, dit-il enfin. Oui, je vous le promets. Silence absolu et complet, avant, pendant et après. Aucune allusion à cette affaire, ni écrite ni verbale. Je vous ai déjà donné ma parole. Très bien. Il se releva soudainement, traversa le bureau comme un éclair et ouvrit brusquement la porte. Le couloir était vide. C'est bien, déclara-t-il en revenant. Je sais que les employés sont parfois curieux des affaires de leur patron. Nous pouvons maintenant parler en toute tranquillité. Il approcha sa chaise tout près de la mienne et se remit à me dévisager d'un regard inquisiteur et pensif. Un sentiment de répulsion voisin de la peur commença à m'envahir devant les manières bizarres de cet homme squelettique. Même la crainte de perdre un client ne réussit pas à m'empêcher de manifester mon impatience. « Je vous prie de m'exposer de quoi il s'agit, monsieur, lui dis-je, mon temps est précieux. » Dieu me pardonne cette dernière phrase, mais cela m'est venu spontanément. 50 guinées pour une nuit de travail, vous conviendrait-il, reprit-il. Admirablement. Je dis une nuit de travail, mais une heure serait plus près de la vérité. J'ai simplement besoin d'avoir votre avis sur une presse hydraulique qui ne fonctionne plus. Si vous nous indiquez ce qui ne va pas, nous pourrons rapidement la réparer nous-mêmes. Que pensez-vous de ma proposition? Le travail paraît simple et le salaire excellent. Précisément, nous souhaiterions que vous veniez ce soir par le dernier train. Où cela? À Efford, dans le Berkshire. C'est un petit village à la limite de l'Oxfordshire, à moins de 10 kilomètres de Reading. Il y a un train qui part de la gare de Paddington et qui vous y amènera vers 11h15. Très bien. Je viendrai vous chercher en voiture. Il y a donc un petit trajet à parcourir? Oui, notre petite propriété est assez isolée dans la campagne. Il y a une bonne dizaine de kilomètres depuis la gare d'Efford. Dans ce cas, nous n'y serons guère avant minuit. Je suppose que je n'aurai aucune chance d'avoir un train au retour. Je serai forcé de rester chez vous pour la nuit. En effet, mais nous vous trouverons facilement un lit de fortune. C'est très gênant. Ne pourrais-je pas venir à une heure plus commode? Nous avons jugé préférable que vous veniez tard. C'est pour vous dédommager de tout dérangement que nous vous offrons, à vous qui êtes jeune et que personne ne connaît, des honoraires assez élevés pour payer la vie des plus grands spécialistes dans votre profession. Cependant, si vous préférez renoncer à l'affaire, il est encore largement temps. Je repensai aux 50 guinées et songeai combien elles me seraient utiles. Pas du tout, répondis-je, je serais très heureux de me conformer à vos exigences. J'aimerais toutefois comprendre un peu mieux ce que vous souhaiteriez que je fasse. Évidemment, il est tout à fait naturel que la promesse de secret que nous avons exigée de vous ait attisé votre curiosité.
Je n'ai nullement l'intention de vous demander quoi que ce soit avant que vous n'ayez été informé des faits. Je suppose que nous sommes entièrement à l'abri des oreilles indiscrètes. Entièrement. Alors voilà de quoi il s'agit. Vous savez certainement que la terre à foulon est un produit de valeur, et qu'on ne la trouve qu'en 1 ou 2 endroits en Angleterre. Je l'ai entendu dire. Il y a quelque temps, j'ai acheté une petite propriété, une toute petite propriété, à moins de 10 kilomètres de Reading. J'ai eu la chance de découvrir un gisement de terre à foulon sur mon terrain. En l'examinant cependant, je constatais que ce gisement était relativement petit, et qu'il opérait une jonction entre 2 autres beaucoup plus importants, à droite et à gauche, ces 2 gisements étant cependant sur le terrain de mes voisins. Ces braves gens ignoraient totalement que leur terrain valait autant qu'une mine d'or. Il était naturellement dans mon intérêt d'acheter leur terrain avant qu'ils ne découvrent sa véritable valeur. Mais malheureusement, je ne possédais pas les capitaux suffisants pour y parvenir. Toutefois, je mis quelques amis dans la confidence, et ils suggérèrent que l'on s'associe afin d'exploiter discrètement et secrètement mon petit gisement, ce qui nous permettrait de gagner l'argent nécessaire pour acquérir les champs voisins. Ce projet a été mis à exécution il y a quelque temps, et pour faciliter nos opérations, nous avons installé une presse hydraulique. Cette presse, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, a cessé de fonctionner, et nous voudrions avoir votre avis à ce sujet. Nous gardons jalousement notre secret, cependant, car si on apprenait que les ingénieurs hydrauliciens venaient chez nous, cela ne manquerait pas d'éveiller l'attention, et si les faits étaient révélés au grand jour, cela risquerait de compromettre la réalisation de nos projets. Voilà pourquoi je vous ai fait promettre de ne dire à personne que vous iriez à Hayford cette nuit. J'espère que j'ai été assez clair. Je vous comprends parfaitement, dis-je. La seule chose que je ne m'explique pas très bien, c'est à quoi peut vous servir une presse hydraulique pour extraire de la terre à foulon qui, d'après ce que j'ai compris, s'extrait de la même façon que du gravier dans une carrière. Ah, me répondit-il négligemment, nous avons notre procédé à nous. Nous compressons la terre en briquettes de façon à pouvoir la transporter sans révéler de quoi il s'agit. Mais ce n'est là qu'un simple détail. Je vous ai maintenant tout raconté, monsieur Heatherly, et montré à quel point je vous faisais confiance. Je compte donc sur votre présence à Hayford à 11h15. J'y serai, soyez-en certains. Et pas un mot à qui que ce soit. Il me lança un dernier long regard inquisiteur, et après avoir échangé avec moi une poignée de main froide et moite, il sortit précipitamment de mon bureau. Quand j'y repensai à tête reposée, je fus complètement sidéré, comme vous pouvez tous les deux l'imaginer, par cette commande imprévisible qui m'avait été passée. D'un côté, j'étais évidemment très content, car les honoraires étaient pour le moins 10 fois plus élevés que ce que j'aurais demandé si j'avais fixé moi-même le prix, et il était possible que ce contrat m'en amène d'autres. D'un autre côté, la tête et l'allure de mon client avaient produit sur moi une impression désagréable, et je n'arrivais pas à me faire à l'idée que son explication à propos de la terre à foulon suffisait à justifier la nécessité de me faire venir à minuit, et son extrême insistance pour que je n'en parle absolument à personne. Je balayai néanmoins toutes mes craintes, soupai copieusement, me fis conduire à Paddington, et me mis en route en ayant respecté à la lettre l'ordre qui m'avait été donné. J'avais tenu ma langue. À Reading, il me fallut changer non seulement de train, mais aussi de gare. J'arrivai toutefois à temps pour prendre le dernier train pour Hayford, et atteignis la petite gare mal éclairée à 11 heures passées. J'étais le seul voyageur à descendre là, et il n'y avait personne sur le quai désert, en dehors d'un porteur endormi qui tenait une lanterne. En passant le portillon, cependant, j'aperçus mon client du matin qui m'attendait dans l'ombre de l'autre côté. Sans un mot, il m'agrippa le bras et me poussa dans une voiture dont la portière était ouverte. Il releva les vitres de chaque côté et toqua contre la paroi en bois. Et nous fonçâmes aussi vite que notre cheval pouvait nous emmener. « Un seul cheval » interrompit Holmes. « Oui, un seul. »« Avez-vous remarqué la couleur de sa robe ?»« Oui, je l'ai vu à la lueur des lanternes en montant dans la voiture. C'était un alezan. » « Était-il frais ou avait-il l'air fatigué ?»« Oh, il était frais et lustré. »« Merci, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Poursuivez, je vous prie, ce captivant récit. » Nous partîmes donc et roulâmes durant au moins 1 heure. Le colonel Lysander Stark avait dit qu'il n'y avait que 10 kilomètres, mais je pense plutôt, étant donné la vitesse où nous allions et le temps que cela prit, que l'on ne devait pas être loin des 20 kilomètres. Il resta assis à côté de moi, silencieux durant tout le trajet, et je remarquai plusieurs fois, en regardant dans sa direction, qu'il me regardait fixement. Les routes de campagne ne doivent pas être fameuses dans cette partie du monde, si j'en crois les embardées et les chaos terribles que nous ressentions. J'essayai d'entrevoir par les fenêtres quelque chose de l'endroit où nous nous trouvions, mais elles étaient en verre dépoli et je ne pus rien distinguer à l'exception d'une vague clarté lorsque nous passions devant une lumière. De temps à autre, je lançai une remarque afin de rompre la monotonie du voyage,
Mais le colonel ne répondait que par monosyllabes, et la conversation ne tardait pas à s'essouffler. Enfin pourtant, les cahots de la route firent place à la ferme régularité d'une allée de gravier, et la voiture s'arrêta. Le colonel Lysander sauta à terre, et comme je le suivais, il m'attira vivement sous un porche qui s'ouvrait béant de notre côté. Nous passâmes directement de la voiture au vestibule, ce qui m'empêcha d'entrevoir ne serait-ce qu'un instant la façade de la maison. Dès que j'en eus franchi le seuil, la porte se referma en claquant derrière nous, et j'entendis le bruit faible des roues de la voiture qui s'éloignait. Il faisait noir comme dans un four à l'intérieur de la maison, et le colonel se mit à chercher à tâtons des allumettes, tout en marmonnant entre ses dents. Soudain, une porte s'ouvrit au fond du vestibule, et un long rayon de lumière dorée fut projeté dans notre direction. Le rayon s'agrandit davantage. Une femme apparut avec à la main une lampe qu'elle tenait au-dessus de son visage tendu en avant, et nous regarda fixement. Je me rendis compte qu'elle était jolie, et au reflet que faisait la lumière sur sa robe, je compris que celle-ci était d'excellente qualité. Elle prononça quelques mots dans une langue étrangère, sur un ton qui semblait suggérer une question, et quand mon compagnon lui répondit d'un air bourru par un monosyllabe, cela parut lui causer une telle surprise qu'elle faillit en lâcher la lampe. Le colonel Stark s'approcha d'elle, lui chuchota quelque chose à l'oreille, puis la repoussant dans la pièce d'où elle était venue, il revint vers moi avec la lampe dans la main. « Voulez-vous avoir l'obligeance de m'attendre dans cette pièce quelques minutes » dit-il en ouvrant une autre porte. C'était une petite pièce tranquille, modestement meublée, avec au centre une table sur laquelle des livres allemands étaient éparpillés. Le colonel Stark posa la lampe sur un harmonium à côté de la porte. « Je ne vous ferai pas attendre longtemps, dit-il, et il disparut dans l'obscurité. Je jetai un coup d'œil aux livres sur la table, et, bien que ne connaissant pas l'allemand, je constatai que 2 d'entre eux étaient des traités scientifiques, les autres étant des recueils de poésie. J'allai ensuite jusqu'à la fenêtre, espérant ainsi apercevoir un peu de la campagne. Mais des volets de chêne, assujettis à l'aide d'une solide barre de fer, la barraient. La maison était incroyablement silencieuse. On entendait le tic-tac sonore d'une vieille horloge quelque part dans le couloir, mais sinon tout était mortellement calme. Une vague sensation de malaise commença à m'envelopper. Qui étaient ces Allemands et pourquoi donc vivaient-ils ainsi dans cet étrange endroit à l'écart? Et où nous trouvions-nous? Je devais être à près de 20 kilomètres d'Eford, mais c'était tout ce que je savais. Que ce fût au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, je n'en avais pas la moindre idée. À ce propos, Reading, ainsi que d'autres grandes villes peut-être, se trouvent dans le même rayon, ce qui fait que l'endroit n'était sans doute pas si isolé que cela. Et cependant, il était tout à fait certain, en juger par le calme absolu, que nous étions à la campagne. Je me mis à marcher de long en large dans la pièce, fredonnant un air au gré de ma respiration pour me donner du courage, tout en me disant que ces 50 guinées étaient bien gagnées. Soudain, sans qu'aucun bruit ne l'eût laissé prévoir, et au milieu du plus profond silence, la porte de la pièce dans laquelle je me trouvais s'ouvrit lentement. La femme se tenait sur le seuil, avec la pénombre du vestibule derrière elle et la lumière jaune de la lampe qui se reflétait sur son beau visage inquiet. Je vis instantanément qu'elle était malade de frayeur, et j'en eus un coup au cœur. Elle leva un doigt tremblant pour me faire signe de me taire, et me murmura quelques mots en mauvais anglais, tout en se retournant pour jeter des coups d'œil dans l'obscurité derrière elle, comme une monture inquiète. « Je partirai, me dit-elle, en faisant de grands efforts, me sembla-t-il, pour parler calmement. Je partirai, je ne resterai pas ici, ce n'est pas bon pour vous de le faire. » « Mais madame, répondis-je, je n'ai pas encore fait ce pourquoi je suis venu. Je ne peux tout de même pas partir avant d'avoir examiné la machine. »« Ça ne mérite pas que vous restiez, reprit-elle. Vous pouvez passer à travers la porte, personne pour empêcher. » Puis, voyant que je souriais en secouant la tête, elle perdit subitement toute retenue et fit un pas en avant en se tordant les mains. « Pour l'amour du ciel, murmura-t-elle, partez d'ici avant qu'il est trop tard. » Mais je suis assez têtu de nature et m'engage d'autant plus volontiers dans une affaire lorsque je vois se dresser un obstacle devant moi. Je pensais à mes 50 guinées perdues, au pénible voyage et à la nuit désagréable qui semblait se profiler. Ne serais-je donc venu là pour rien? Pourquoi me sauverais-je avant d'avoir exécuté le travail qui m'était confié sans l'argent qui m'était dû? Cette femme, après tout, pouvait bien être monomaniaque. Sûre de moi par conséquent, bien que son attitude m'ait plus sérieusement ébranlé que je ne consentais à me l'avouer, je persistais dans mon refus en hochant la tête et lui exprimais ma volonté de demeurer ici. Elle allait se remettre à me supplier de partir lorsqu'on entendit une porte claquer au-dessus de nous et plusieurs bruits de pas dans l'escalier. Elle prêta l'oreille un instant, leva les bras dans un geste de désespoir et disparut aussi soudainement et aussi silencieusement qu'elle était venue.
Les nouveaux venus étaient le colonel Lysander Stark, un homme gros et trapu avec une petite barbiche poussant à travers les plis de son double menton, qui me fut présenté comme étant monsieur Fergusson. Voici mon secrétaire et gérant, dit le colonel. Dites-moi, j'avais l'impression d'avoir fermé cette porte en sortant. Je crains que vous n'ayez senti le courant d'air. Au contraire, dis-je, c'est moi qui ai ouvert la porte, car je trouvais l'atmosphère de la pièce un peu étouffante. Il me lança l'un de ses regards soupçonneux. Peut-être ferions-nous mieux de nous mettre au travail maintenant, dit-il. Monsieur Fergusson et moi, nous allons vous emmener voir la machine. Il vaut sans doute mieux que je mette mon chapeau, je suppose. Oh non, elle est dans la maison. Quoi? Vous extrayez la terre à foulon dans la maison? Non, non, c'est uniquement là que nous la compressons. Mais ne vous inquiétez pas pour cela. Tout ce que l'on vous demande, c'est d'examiner la machine et de nous dire ce qui ne va pas. Nous montâmes l'escalier ensemble, le colonel en premier avec la lampe, le gros gérant, puis moi derrière. Cette vieille maison était un vrai labyrinthe avec tous ses couloirs, ses corridors, ses étroits escaliers en colimaçon et ses petites portes basses, dont le seuil avait été creusé par les générations successives qui les avaient franchies. Il n'y avait ni tapis, ni trace d'aucun meuble en dehors du rez-de-chaussée. Le plâtre se décollait, l'humidité traversait les murs pour former des plaques verdâtres et insalubres. J'essayais de prendre un air aussi détaché que possible, mais bien que je n'ai pas voulu en tenir compte, j'avais toujours en mémoire les avertissements de la femme et tenais à l'œil mes deux compagnons. Fergusson se révéla être un homme assez morose et silencieux, mais les quelques mots qu'il prononça me signifièrent qu'il s'agissait en tout cas d'un compatriote. Le colonel Lysander Stark s'arrêta enfin devant une porte basse qu'il ouvrit avec une clé. Elle donnait sur une petite pièce carrée dans laquelle il nous était difficile de pénétrer tous les trois en même temps. Fergusson resta dehors et le colonel me fit entrer. « Nous sommes ici à l'intérieur même de la presse hydraulique, dit-il, et il serait particulièrement fâcheux pour nous que quelqu'un la mette en marche. Le plafond de cette petite pièce constitue en réalité le dessous du piston qui descend sur ce sol métallique avec une force de je ne sais combien de tonnes. Il y a de petites colonnes à eau sur les parois latérales extérieures qui reçoivent la force et qui la transmettent en la démultipliant selon ce procédé que vous connaissez bien. Elle fonctionne assez bien, mais le mécanisme est un peu grippé, elle perd de sa puissance. Voulez-vous avoir la gentillesse de l'inspecter, de nous dire comment la réparer? Je lui pris la lampe des mains et examinai la machine très attentivement. Elle était en réalité gigantesque et capable d'exercer une pression énorme. Quand je sortis et actionnai les leviers de commande, cependant, je me rendis instantanément compte à l'oreille qu'il y avait une petite fuite qui permettait à l'eau de s'échapper par l'un des cylindres latéraux. Après examen, je constatai qu'une bande de caoutchouc qui entourait la tête de l'une des tiges avait rétréci et ne remplissait plus tout à fait l'orifice dans lequel elle se trouvait. Ceci expliquait évidemment la perte de puissance, comme je l'expliquai à mes compagnons qui m'écoutèrent très attentivement et me posèrent plusieurs questions d'ordre pratique sur la manière dont ils devaient procéder pour la remettre en état. Quand j'eus terminé mes explications, je retournai vers la pièce où se trouvait la machine et l'observai minutieusement pour satisfaire ma propre curiosité. Il était dès l'abord évident que cette histoire de terre à foulon n'était qu'une pure invention, car il serait absurde de penser qu'une machine aussi puissante conviendrait à ce travail. Les parois étaient en bois, mais le sol était une sorte de grand creuset de fer, et en l'examinant, je constatai qu'il était entièrement recouvert d'une couche de dépôt métallique. Je m'étais penché, était en train de gratter pour voir de quoi il retournait, lorsque j'entendis proférer une exclamation en allemand et vis le visage cadavérique du colonel qui me toisait. « Que faites-vous là » demanda-t-il. J'étais furieux d'avoir été roulé au moyen d'une histoire aussi invraisemblable. « J'admirais votre terre à foulon, répondis-je. Je crois que je pourrais bien mieux vous conseiller au sujet de votre machine, si je savais à quoi elle sert en réalité. » À l'instant où je prononçais ces mots, je regrettais l'imprudence de mon discours. Son visage se durcit, un éclair menaçant passa dans ses yeux gris. « Très bien, dit-il, vous allez tout savoir sur cette machine. » Il fit un pas en arrière, claqua la petite porte et donna un tour de clé. Je me jetai dessus et tirai sur la poignée, mais elle était très solide et elle résista à mes coups d'épaule et à mes coups de pied. « Oh là !» hurlai-je. « Oh là, colonel, laissez-moi sortir !» Et soudain, au milieu du silence, j'entendis un son qui me fit frémir. Le levier de commande avait été actionné et de l'eau s'écoulait par la fuite du cylindre. Il venait de mettre la machine en marche. La lampe se trouvait encore par terre à côté de moi, là où je l'avais posée pour examiner le creuset. À la lueur de celle-ci, je vis que le plafond noir descendait lentement sur moi par saccades, mais je le savais mieux que personne avec une force qui allait me réduire en moins d'une minute à l'état de bouillie informe. Je me ruai contre la porte en hurlant et grattai la serrure avec mes ongles.
J'implorai le colonel pour qu'il me laisse sortir, mais l'impitoyable fracas des leviers étouffa mes cris. Le plafond n'était plus qu'à quelques centimètres au-dessus de moi, et en levant le bras, je pouvais toucher sa surface dure et rugueuse. Il me vint alors à l'esprit que mes souffrances au moment de mourir dépendraient beaucoup de la position dans laquelle je me trouverais. Si j'étais étendu sur le ventre, le poids appuierait sur ma colonne vertébrale, et je frémis en pensant à l'affreux craquement que cela produirait. Ce serait peut-être plus supportable de l'autre côté. Et pourtant, aurais-je la force de rester étendu à regarder la terrible masse sombre descendre vers moi? Je ne pouvais déjà plus me tenir debout, lorsque mon regard entrevit quelque chose qui me donna une bouffée d'espoir. Je vous ai dit que bien que le sol et le plafond soient en fer, les parois étaient en bois. Alors que je jetai un dernier regard désespéré tout autour de moi, j'aperçus un mince trait de lumière jaune entre deux planches, qui s'élargit de plus en plus à mesure qu'un des panneaux était repoussé vers l'arrière. Durant un court instant, j'eus du mal à croire qu'il existait une issue à cette mort certaine. L'instant d'après, je m'étais précipité et gisais de l'autre côté à moitié inanimé. Le panneau s'était refermé derrière moi, mais en entendant le bruit de la lampe écrasée, suivi peu après du choc des deux plaques de métal, je compris à quel point j'en avais réchappé de justesse. Je revins à moi, sentant qu'on me tirait frénétiquement le poignet. J'étais étendu sur le sol dans un petit couloir, tandis qu'une femme penchée au-dessus de moi me remorquait de la main gauche, une bougie dans l'autre. C'était ma bonne amie dont j'avais si stupidement dédaigné l'avertissement. « Venez, venez !» s'écria-t-elle haletante. « Ils vont être ici dans un moment, ils vont voir que vous n'êtes pas là. Oh, ne perdez pas de temps si précieux, venez !» Cette fois-là, au moins, je ne méprisai pas son conseil. Je me remis sur pied et courus avec elle le long du couloir, puis nous descendîmes un escalier en colimaçon. Ce dernier menait à un autre couloir, large, et justement où nous l'atteignions, on entendit un bruit de course et des cris émis par deux voix différentes qui se répondaient, l'une provenant de l'étage où nous nous trouvions, et l'autre de l'étage inférieur. Mon guide s'arrêta et regarda autour d'elle, comme si elle ne savait plus quoi faire. Puis elle ouvrit une porte qui donnait sur une chambre à coucher, à travers la fenêtre de laquelle la lune se reflétait vivement. « C'est votre chance unique, me dit ma bienfaitrice. C'est haut, mais peut-être vous pouvoir sauter quand même. » Alors qu'elle me parlait, une lumière apparut à l'autre extrémité du couloir, et je vis la haute et maigre silhouette du colonel Lysander Stark accourir vers moi, une lanterne dans une main et une arme qui ressemblait à un couperet de boucher dans l'autre. Je traversai la chambre en courant, ouvris brusquement la fenêtre et regardai au dehors. Comme le jardin semblait calme, doux et tranquille, éclairé ainsi par la lune, et il ne devait pas y avoir plus de 9 mètres. Je grimpai sur le rebord de la fenêtre, mais j'hésitais à sauter avant de savoir ce qui allait se passer entre ma bienfaitrice et la brute qui me poursuivait. Si elle était maltraitée, j'étais prêt à revenir lui prêter main forte. Cette pensée venait à peine de me traverser l'esprit qu'il était déjà à la porte et la poussai pour essayer d'entrer. Mais elle le ceintura avec ses bras et essaya de le maîtriser. « Fritz, Fritz !» s'écria-t-elle en anglais. « Souvenez-vous votre promesse après la dernière fois. Vous dites que cela ne serait plus. Il sera silencieux. Oh, il sera silencieux. » « Tu es folle, Élise, hurla-t-il en se débattant pour se libérer. « Tu vas nous faire perdre. Il en a trop vu. Laisse-moi passer, te dis-je. » Il la repoussa violemment sur le côté et, courant à la fenêtre, m'attaqua sauvagement avec son couperet. Je m'étais laissé glisser et n'étais plus suspendu que par les doigts à la rainure de la fenêtre, ma main en travers du rebord lorsqu'il me frappa. Je ressentis une douleur sourde, lâchai prise et tombai dans le jardin en contrebas. La chute m'avait secoué, mais je ne m'étais pas blessé. Je me relevai et me mis à courir aussi vite que je le pouvais à travers les fourrés, car je me rendis compte que j'étais encore loin d'être hors de danger. Soudain pourtant, alors que je courais, je fus pris d'un violent étourdissement et de vertige. Je regardai la main dans laquelle je ressentais une douleur lancinante, et c'est là que pour la première fois je me suis aperçu que mon pouce avait été sectionné et que du sang ruisselait de la blessure. J'essayai de nouer mon mouchoir autour, mais subitement je sentis mes oreilles bourdonner, et l'instant d'après je m'effondrai inconscient dans les rosiers. Combien de temps restai-je ainsi évanoui, je ne saurais le dire. Un très long moment sans doute, car lorsque je revins à moi, la lune avait disparu et le jour se levait, éclatant. Mes vêtements étaient tout trempés de rosée, et la manche de mon manteau du sang qui s'était échappé de mon pouce blessé. La douleur qu'il me causait me remémora en un instant tous les détails de mon aventure nocturne, et d'un bond je me remis sur pied, car j'avais le sentiment que je n'étais en aucun cas à l'abri de mes poursuivants. Mais à mon grand étonnement, quand je regardais autour de moi, il n'y avait plus ni maison ni jardin. J'étais resté étendu au coin d'une haie, près de la grande route, et juste un peu en contrebas se trouvait un long bâtiment qui n'était autre, comme je pus me rendre compte en m'approchant, que la gare d'Efford, où j'étais descendu la veille au soir.
Sans cette affreuse blessure à la main, j'aurais pu croire que tout ce qui s'était passé durant ces heures terribles n'était qu'un mauvais rêve. À moitié étourdi, j'entrai dans la gare et m'informai de l'horaire des trains du matin. Il y en avait un pour Reading dans moins d'1 heure. L'homme d'équipe qui était de service était le même que celui que j'avais vu la veille en arrivant. Je lui demandai s'il avait jamais entendu parler du colonel Lysander Stark. Le nom lui était étranger. Avait-il remarqué une voiture qui attendait la nuit dernière? Non. Il n'avait rien remarqué. Y avait-il un poste de police non loin d'ici? Il y en avait un à 5 kilomètres de là. C'était trop loin pour moi, affaibli et malade comme je l'étais. Je me sentais incapable d'entreprendre une pareille marche. Je me décidai donc à attendre d'être venu en ville pour prévenir la police. Il était un peu plus de 6 heures lorsque j'arrivai et j'allais tout d'abord faire panser ma blessure. Puis le docteur a eu la gentillesse de me conduire ici. Je m'en remets entièrement à vous et ferai exactement ce que vous me conseillez de faire. Nous restâmes tous deux silencieux durant un petit moment après avoir écouté ce récit extraordinaire. Puis Sherlock Holmes prit sur l'étagère l'un de ces énormes recueils dans lesquels il rangeait ses coupures de journaux. « Voici une annonce qui va vous intéresser, dit-il. Elle a paru dans tous les journaux il y a environ 1 an. Écoutez ceci. Disparu, le 9 courant, Monsieur Jeremiah Elling, ingénieur hydraulicien, âgé de 26 ans. A quitté son domicile à 10 heures le soir et n'a plus donné signe depuis. Était vêtu, etc. Ah, ce doit être la dernière occasion où le colonel a eu besoin de faire réviser sa machine. Grand Dieu, s'écria mon patient, cela explique alors ce qu'a dit la fille. Sans aucun doute, il semble évident que le colonel est un individu calme et prêt à tout, résolument déterminé à empêcher que quoi que ce soit entrave son petit manège, un peu comme ces fiefés pirates d'autrefois qui ne laissaient aucun survivant lorsqu'ils capturaient un navire. Eh bien, il n'y a pas de temps à perdre, et donc, si vous vous sentez en état, nous devrions nous rendre sur le champ à Scotland Yard, avant de partir pour Efford. Quelques 3 heures plus tard, nous étions tous ensemble dans le train qui reliait Reading au petit village du Berkshire. Il y avait Sherlock Holmes, l'ingénieur hydraulicien, l'inspecteur Badstreet de Scotland Yard, un agent civil et moi-même. Badstreet avait déplié sur le siège une carte d'état-major du comté et était occupé à tracer un cercle autour d'Efford avec son compas. Nous y voilà, dit-il. Ce cercle s'étend sur un rayon de plus de 15 kilomètres autour du village. L'endroit que nous cherchons doit se trouver quelque part à l'intérieur de ce périmètre. Vous avez dit une quinzaine de kilomètres, je crois, monsieur. C'était une bonne heure de route. Et vous pensez qu'ils vous ont ramené jusqu'ici alors que vous étiez sans connaissance? C'est ce qui a dû se passer. J'ai également un vague souvenir d'avoir été porté et amené quelque part. Ce que je n'arrive pas à comprendre, dis-je, c'est pourquoi ils vous ont épargné lorsqu'ils vous ont trouvé étendu inanimé dans le jardin. Peut-être cette canaille a-t-elle cédé devant les supplications de la femme? Je ne pense pas, non. De toute ma vie, je n'ai vu un visage aussi résolu. Oh, nous allons vite éclaircir tout cela, dit Badstreet. Bon, j'ai tracé un cercle, et j'aimerais bien savoir à quel endroit se trouvent les individus que nous recherchons. Je crois que je pourrais le pointer du doigt, dit Holmes tranquillement. Non, vraiment, s'écria l'inspecteur. Votre opinion est déjà faite? Allons, nous allons voir qui est d'accord avec vous. Moi, je dirais le sud, car la campagne y semble plus déserte. Et moi l'est, dit mon patient. Moi, je penche pour l'ouest, rétorqua le policier en civil. Il y a plusieurs petits villages assez tranquilles de ce côté-là. Et moi pour le nord, dis-je, car il n'y a aucune colline dans ce coin-là, et notre ami nous a dit que la voiture n'en avait pas gravi. Bon, dit l'inspecteur en riant, voilà une belle diversité d'opinions. Nous nous sommes répartis les 4 points cardinaux. À qui accordez-vous votre suffrage, monsieur Holmes? Vous avez tort. Mais nous ne pouvons avoir tous tort. Oh si, c'est possible. Voici l'endroit que je choisis, dit-il en plaçant son doigt au centre du cercle. C'est là que nous les trouverons. Mais le trajet de près de 20 kilomètres que j'ai effectué, bredouilla Etherly. 10 à l'aller, 10 au retour, rien de plus simple. Vous déclarez vous-même que le cheval était frais et lustré lorsque vous êtes monté. Comment serait-ce possible s'il venait de parcourir 20 kilomètres sur les routes difficiles? Cela ressemble bien à un stratagème, en effet, remarqua Badstreet d'un air pensif. Cela ne laisse évidemment plus aucun doute sur le genre d'individu auquel nous avons affaire. Plus aucun, répondit Holmes. Ce sont des faux monnayeurs à grande échelle, et la machine leur sert à former l'alliage qu'ils utilisent à la place de l'argent. Depuis un certain temps déjà, nous savions qu'une bande rusée était à l'œuvre, dit l'inspecteur. Ils ont sorti des milliers de pièces d'une demi-couronne. Nous les avons même pistés jusqu'à Reading, mais il nous a été impossible d'aller plus loin, car ils ont effacé leurs traces d'une manière qui montre qu'il s'agissait de vieux briscards. Mais maintenant, grâce à cet heureux hasard, je crois que nous les tenons pour de bon.
Mais l'inspecteur se trompait, car des criminels n'étaient pas destinés à tomber entre les mains de la justice. Comme notre train entrait en gare d'Efford, nous vîmes une gigantesque colonne de fumée s'élever au-dessus d'un petit bouquet d'arbres non loin de là, et rester suspendue comme une immense plume d'autruche au-dessus du paysage. Une maison en feu demanda Badstreet alors que notre train était déjà reparti. Oui, monsieur, lui répondit le chef de gare. Quand s'est-il déclaré? J'ai entendu dire que c'était durant la nuit, monsieur, mais ça n'a fait qu'empirer, toute la maison est une fournaise. À qui appartient cette maison? C'est celle du docteur Becher. Dites-moi, interrompit l'ingénieur, le docteur Becher n'est-il pas allemand, très maigre, avec un long nez effilé? Le chef de gare rit de bon cœur. Non, monsieur, le docteur Becher est anglais, et personne dans cette paroisse ne porte aussi bien ses vêtements. Mais il y a un gentleman qui demeure avec lui, un patient, il me semble, qui est étranger, et on dirait bien qu'un peu de notre bonne viande du Berkshire lui ferait pas de mal. Le chef de gare n'en avait pas terminé que nous nous hâtions en direction du feu. La route gravissait une petite colline, et là apparut devant nous un grand bâtiment blanchi à la chaux qui crachait des flammes par toutes ses ouvertures, tandis que dans les jardins 3 voitures de pompiers s'efforçaient en vain d'apaiser le brasier. C'est ici, s'écria Heatherly dans un état d'excitation intense. Voici l'allée de gravier, et là les massifs de rosiers dans lesquels je suis resté étendu. La deuxième fenêtre, là, c'est celle par laquelle j'ai sauté. Eh bien, au moins, vous aurez pris votre revanche sur eux. Il est évident que c'est votre lampe à huile qui, lorsqu'elle a été écrasée par la presse, a mis le feu aux parois en bois. Bien que sur le moment, ils aient été sans doute trop occupés à vous donner la chasse pour s'en apercevoir. Maintenant, ouvrez l'œil, et voyez si vos amis de la nuit passée ne se trouvent pas au milieu de cette foule, même si je crains fort qu'ils ne soient déjà à plus de 150 kilomètres d'ici. Et les craintes de Holmes s'avérèrent fondées, car depuis lors on n'entendit plus jamais parler ni de la jolie femme, ni du sinistre allemand ou de l'anglais morose. Tôt ce matin-là, un paysan avait croisé une charrette chargée de plusieurs personnes et de quelques caisses volumineuses qui fonçaient vers Reading, mais à cet endroit on perdit la trace des fugitifs. Et malgré toute son ingéniosité, Holmes ne parvint pas à découvrir le plus petit indice quant au lieu où il se trouvait. Les pompiers avaient été surpris par les étranges aménagements intérieurs de la maison, et encore plus en trouvant un pouce fraîchement tranché sur le rebord d'une fenêtre du 2e étage. Vers le crépuscule enfin, leurs efforts furent récompensés, et ils maîtrisèrent les flammes, mais le toit avait eu le temps de s'effondrer, et toute la maison n'était plus qu'une ruine telle qu'en dehors de quelques cylindres tordus et des tuyaux métalliques, il ne subsistait aucune trace de la machine qui avait coûté si cher à notre malheureux ami. De grandes quantités de nickel et de fer blanc furent découverts dans une dépendance, mais on ne trouva aucune pièce, ce qui explique peut-être la présence des grandes caisses qui ont été mentionnées. La manière dont notre ingénieur hydraulicien avait été amené du jardin jusqu'à l'endroit où il avait recouvré ses esprits aurait pu rester ignorée à jamais. N'était la présence de cette terre meuble qui nous raconta une histoire très claire. On voyait nettement qu'il avait été porté par 2 personnes, dont l'une avait des pieds remarquablement petits et l'autre des pieds remarquablement grands. En résumé, il était probable que l'Anglais, taciturne, moins hardi ou moins meurtrier que son compagnon, avait aidé la femme à transporter l'homme inanimé dans un lieu hors de danger. Eh bien, dit notre ingénieur d'un air contrit, tandis que nous prenions place dans le train pour retourner à Londres, je peux dire que c'est une bonne affaire. J'ai perdu mon pouce et un salaire de 50 guinées. Et qu'est-ce que j'ai gagné? De l'expérience, dit Holmes en riant. Cela vous profitera peut-être indirectement, savez-vous. Vous n'aurez qu'à la raconter et on vous considérera comme une personne d'excellente compagnie pour le restant de votre existence.